Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la certification professionnelle et en particulier à créer et enregistrer une certification aux répertoires nationaux. Donc, je suis Valérie Éloin, consultante senior en ingénierie et politique de formation à Centre Info. Et ce webinaire est organisé par Centre Info en partenariat avec France Compétences, qui va être représenté par Gwenola Cadeville et Andrea Tomapillo de la direction de la certification professionnelle. Donc, la direction de la certification professionnelle s'occupe évidemment des enregistrements aux répertoires nationaux. Les questions des participants seront modérées par Alizé Lajus et Nicolas Bizel, qui sont également consultants seniors en ingénierie et politique de formation à Centre Info. Pour ce webinaire qui porte sur créer, enregistrer une certification aux répertoires nationaux, on va voir 4 parties qui vont être développées, qui vont tourner autour des attendus de France Compétences et aussi des recommandations de Centre Info sur l'épreuve de l'opportunité de la création d'une certification, l'ingénierie de certification, les preuves de la valeur d'usage de la certification et aussi la qualité du certificateur. Donc, vos questions sur le chat devront porter sur chacune de ces 4 parties, et si possible, pas d'autres thématiques, parce que c'est un webinaire d'1 heure et on n'aura pas le temps de tout traiter. Et comme vous êtes extrêmement nombreux à assister à ce webinaire, eh bien, je dois vous dire que malheureusement, nous ne pourrons pas prendre toutes les questions, puisqu'effectivement, il y a plus de 2800 personnes inscrites. Alors, on va voir combien seront présentes réellement, mais on ne pourra, en tout état de cause, pas répondre à l'ensemble des questions. On remontera par thématique à nos représentantes de la direction de la certification professionnelle. Donc, pour chacun des 4 thèmes, on aura un petit point d'ingénierie que je vais réaliser, et puis on aura des précisions et des questions-réponses avec Gwenola Cadeville et Andrea Tomapillo de la direction de France Compétences. Donc, premier point ingénierie, c'est l'opportunité de la certification. Petit préalable, la certification professionnelle, c'est certifier des personnes et pas certifier des formations. Donc, on est sur un processus de vérification d'une maîtrise professionnelle par une personne, donc par un candidat, qui passe par une évaluation des compétences professionnelles via un jury. Et donc, pas seulement une évaluation de connaissances, on est bien sur l'évaluation des compétences. La compétence se définit à Centre Info comme une action ou un comportement professionnel observable qui va résulter certes d'une combinaison de connaissances, savoir-faire et aptitudes qui vont être acquis en formation par l'expérience, mais ce qui est important là, c'est l'action ou le comportement qu'on va pouvoir observer. Et France Compétences a défini depuis juin 2019 la compétence comme une mobilisation de manière pertinente d'un certain nombre de ressources internes, des savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnel, et externes, dans des situations diverses pour exercer une activité en fonction d'objectifs à finalité professionnelle à atteindre. Donc, c'est ces objets-là qu'on va évaluer dans le cadre de la certification professionnelle, qui a 2 périmètres en France, donc le répertoire national des certifications professionnelles, où on va enregistrer des certifications professionnelles, qui est un terme réservé au RNCP, avec un périmètre métier entier. Donc, on y trouve des diplômes délivrés au nom de l'État par l'État, également des certificats de qualification professionnelle, dits aussi CQP, notamment quand ceux-ci ont des niveaux de qualification, puisque au RNCP, les certifications professionnelles sont associées à un niveau de qualification. Et puis d'autres certifications qui sont ni dans la première catégorie ni dans la deuxième, et qui sont des certifications d'organismes publics et privés, dits enregistrés sur demande également, comme les CQP. Et on va trouver ici, par exemple, les diplômes
d'université, possiblement. Et puis de l'autre côté, on a le répertoire spécifique qui s'appelait avant l'inventaire, mais c'était avant 2019, hein, qui est sur un périmètre groupe de compétences homogènes. Donc là, on est différent d'un périmètre métier. On va être sur des certifications de spécialisation, de plus de qualifications qui vont compléter plus ou moins les certifications professionnelles métiers. Donc on a des habilitations qui sont établies par l'État. On a des certifications de compétences transversales, comme les langues, la bureautique par exemple, et on a des certifications de compétences complémentaires à un métier. On peut y retrouver des CQP qui n'ont pas de niveau et à nouveau des diplômes d'université de ce côté-là. Donc ici, on n'est pas concerné par les blocs de compétences, alors qu'au RNCP, les blocs de compétences sont obligatoires depuis janvier 2019, sauf pour certains métiers réglementés. Hop. Qui ne veut pas passer à la suivante, excusez-moi, je vais essayer comme ça. Alors, l'opportunité d'une certification. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. La première question à se poser en amont de l'opportunité de la certification, c'est mon projet a-t-il une finalité principale certifiante? C'est-à-dire, est-ce que je vise à certifier des compétences chez des candidats et non pas seulement des connaissances, c'est-à-dire ce que je sais, les connaissances procédurales, etc. Donc là, je cherche à tester, à valider des compétences, c'est-à-dire des actions ou des comportements observables. Donc, si mon projet vise seulement la validation de connaissances, par exemple tout ce qu'il faut savoir sur le secteur de l'assurance, ou bien des préparations au concours, alors mon projet n'a pas une vocation principale certifiante. Diapo suivante. Oula, mince. Pardon. Donc, l'opportunité de l'enregistrement ou du renouvellement, parce que ça continue à se prouver dans le temps, va se définir en réponse à la question, la certification que je propose au RNCP ou au RS, donc c'est-à-dire les compétences que j'entends valider, donc répond-elle à des besoins sur le marché du travail français aujourd'hui et pour les proches années à venir. Donc, pour le RNCP, on est en termes de besoins d'emploi pour un métier visé. Pour le RS, on est en termes de besoins de compétences pour une activité visée. On va produire une étude d'opportunité et cette étude d'opportunité a vocation de présenter donc quel est l'intérêt de développer cette certification pour un premier enregistrement ou pour un renouvellement. Et on va être amené à citer des sources extérieures, des résultats d'enquête, des études qui ont été produites, des chiffres qui ont été publiés sur les besoins d'emploi ou les besoins de compétences, en l'occurrence. Donc, je vous ai cité quelques sites, quelques sources, pardon, Pôle emploi, France Stratégie, bien évidemment les branches professionnelles avec leurs observatoires, les CARIFOREF, différents sites emploi, les entreprises, etc. Ensuite, eh bien, je vais donc maintenant passer la parole à Gwenola et Andrea, de manière à ce qu'elles puissent, sur cette première séquence, apporter des précisions et répondre aux questions qui vont nous être remontées du chat. Donc, je vous laisse la parole, Andrea et... On ne t'entend pas, Andrea.
Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci donc pour cette initiative. La présentation a été donc complète. Moi, je vais juste ajouter pour le répertoire spécifique quelques précisions concernant la note d'opportunité au regard de ce que nous avons constaté lors des instructions. Il faut toujours que la note d'opportunité soit en lien avec le projet de certification. Donc, lorsque nous présentons cette note d'opportunité, nous allons aussi cibler le projet et pas seulement juste le secteur dans lequel le projet de certification se place. Et nous allons essayer de faire un lien avec le public cible qui est défini pour ce projet de certification. La note d'opportunité devra aussi couvrir les compétences et faire une analyse de ces compétences complémentaires, que ce soit des compétences qui visent une spécialisation, des compétences transversales. Et donc, il y aura une analyse de ces compétences-là par rapport à un public visé et une démonstration de comment répond le projet de certification à ces besoins qui sont identifiés sur le marché et à ces besoins qui sont identifiés auprès de ces publics cibles. Voilà, donc ça, c'est des précisions que je voulais apporter. Après, Gwenola, peut-être sur le RNCP. Oui, merci Valérie pour cette première étape de présentation. Donc, je partage absolument les éléments. Les deux points essentiels qui me semblent vraiment primordiaux d'avoir en tête lorsqu'on s'inscrit dans un projet de certification professionnelle, c'est vraiment la dimension professionnelle, c'est-à-dire le lien avec le marché du travail français. Donc, c'est le premier point absolument essentiel. Et tout ce travail d'analyse préalable de son périmètre dans lequel on s'inscrit. Donc, à quoi va servir cette certification, à quel besoin elle répond, est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent sur le marché, comment est-ce qu'elle se positionne à qui je vise, est-ce que c'est un besoin qui est actuel, est-ce que c'est un besoin qui va évoluer, est-ce que c'est un besoin qui est pérenne. Donc, voilà, toute cette analyse globale de l'écosystème absolument primordiale. Avant même de se lancer dans un projet de dépôt d'un dossier au RNCP, il faut passer par cette étape-là. Sans ça, il y a de fortes chances que votre projet de formation certifiante ne se convertisse pas, en fait. Voilà. Je propose qu'on prenne quelques questions, s'il y en a des. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bien sûr. Alors, trois questions pour commencer et peut-être pour conclure sur ce sujet. Alors, ORS, au répertoire spécifique, quelle importance de l'étude d'opportunité? Est-il recommandé de produire cette étude d'opportunité au répertoire spécifique? Est-ce que c'est la même attente, même attendue que pour le répertoire national des certifications professionnelles? Une autre question sur le contenu. Qu'est-ce qu'il faut mettre exactement comme information sur ce document études métiers ou secteur d'activité? Donc, même si ça a été évoqué, comment le composer, comment le structurer, et est-ce que prouver le besoin en compétences, c'est s'appuyer sur le besoin en… Comment prouver le besoin en compétences? Peut-on s'appuyer sur le besoin en emploi, c'est-à-dire qu'à la maille compétences, quand on doit prouver un besoin en compétences pour le répertoire spécifique, est-ce qu'on peut utiliser les études sur les besoins en emploi? Ou est-ce que le gap est trop grand? Donc, il y a beaucoup de questions sur le répertoire spécifique. Je vais y aller. Alors, c'est pas seulement que c'est recommandé, mais c'est fortement recommandé puisque c'est un support central de l'examen du dossier, la note d'opportunité, dans la mesure où c'est cette note-là qui va aussi cadrer le besoin, comme je disais tout à l'heure, le public, et va analyser les compétences qui sont nécessaires pour ce public et aussi, de manière plus générale, un peu comme le disait aussi Gwenola pour le RNCP, est-ce qu'il y a une opportunité réelle pour cette certification, pour ce projet de certification au regard des besoins du marché? C'est-à-dire qu'on a parfois des intuitions sur certaines thématiques, mais il faut les objectiver. Déjà, il faut faire une étude voilà, du marché, il faut apporter des preuves objectivables, il faut apporter des
des documents avec des chiffres qui peuvent appuyer ces éléments. Et après, il faut rattacher ça au projet de certification et démontrer comment on répond à ces besoins. Donc, c'est absolument nécessaire. Et c'est après, c'est la note d'opportunité aussi qui va commencer, va être un premier début pour le reste. C'est-à-dire que une étude de faisabilité, quoi. Ça doit permettre de se dire si le porteur de projet, dans le cadre d'une création, va plus loin ou pas, selon une certification plus fine, et pour prendre des décisions peut-être aussi oui, pertinente. Et après, c'est vrai qu'on verra qu'il y a un lien entre la valeur d'usage dont on parlera tout à l'heure et aussi le référentiel de compétences et d'évaluation pour le répertoire spécifique du moins, puisqu'on aura une réponse à ce qui a été établi dans la note d'opportunité au moment où on va voir le référentiel et on va aussi pouvoir vérifier cette réponse dans les courriers de valeur d'usage, par exemple. C'est absolument nécessaire de faire cet exercice, puisque c'est aussi un exercice qui nous permet de nous poser la question de l'adaptation du projet de certification aux besoins du marché du travail. Voilà. C'est le premier critère d'enregistrement. Voilà, tout à fait. Et après, il y avait une question sur le lien avec l'emploi. Oui. Voilà. En fait, on peut s'appuyer sur certaines études sur l'emploi, sur des métiers, etc. Mais attention parce que l'objet du répertoire spécifique, ce n'est pas des métiers, ou voilà, ce sont des compétences qui sont complémentaires à des métiers. Donc, on peut s'appuyer sur des études qui portent sur certains métiers et sur l'intérêt qu'ont certains métiers, mais après, il faut apporter une démonstration que les compétences qui sont nécessaires à ces métiers sont de plus en plus demandées, par exemple, sur le marché. Donc, on ne peut pas se limiter à dire « Ah oui, il y a tel métier qui est important, donc moi je réponds parce que ça ressemble à mon projet de certification et encore moins proposer au répertoire spécifique un projet de certification qui porte sur un métier, puisque ce n'est pas l'objet du répertoire spécifique. Voilà. D'accord. Merci. Sur l'usage donc des sources dont on peut disposer sur les besoins en emploi et sur les précautions qu'il faut prendre par rapport à ça. Concernant pas les modèles, mais disons des guides sur la manière de structurer le livrable, études d'opportunité, qu'est-ce qui existe? Donc, dans le guide méthodologique du répertoire spécifique de France Compétences, on a les questions qui sont guidantes par rapport à la structuration d'une note d'opportunité. Est-ce que c'est là est-ce que c'est là qu'on peut trouver une idée de plan, de format, oui, tout à fait. De modèle? Tout à fait, nous avons le guide du répertoire spécifique. D'ailleurs, nous allons le remettre à jour dans 2-3 mois et ça permet d'avoir les grands éléments, mais Valérie les a rappelés tout à l'heure, donc il faut apporter des preuves, il faut apporter des chiffres et des arguments qui sont sourcés. Et après, il faut faire une démonstration avec ces chiffres-là et avec une analyse des compétences complémentaires dont ont besoin les publics cibles à identifier. Voilà. D'accord. Donc, je voulais dire juste une petite chose, c'est que si on a consulté ou si la branche a été associée au projet de certification, donc la branche professionnelle, il est intéressant de le noter dans cette étude d'opportunité que la branche a été associée au projet, puisque ça peut être l'un des critères aussi d'enregistrement important de France Compétences sur ces projets-là. Donc évidemment, si on a été consulter la branche et que la branche confirme le besoin sur le marché du travail, que ce soit sur un métier ou sur un groupe de compétences visant le répertoire spécifique, ça peut être intéressant de le mentionner là. Tout à fait. Et en plus, c'est vrai que c'est un critère qui est facultatif, mais si c'est bien démontré, ça peut avoir un poids effectivement dans l'analyse du dossier. Peut-être en complément, effectivement, les branches professionnelles sont un des acteurs incontournables de l'analyse du travail parce que ce sont eux qui sont à l'origine d'études, d'analyses, de projets, de réflexion sur leur périmètre de branche.
Mais plus globalement que ça, donc ça, effectivement, absolument mettre en avant si vous l'avez fait. Plus globalement que ça, aussi bien au RNCP qu'au RS, on va venir regarder quels sont vos liens avec les professionnels, avec tout l'écosystème visé par votre certification. Tout le travail d'enquête que vous faites auprès des professionnels, quels que soient ces professionnels-là, qu'ils soient partis de la branche ou pas. Mais il y a vraiment un travail d'ancrage de votre certification dans le marché professionnel français que vous pouvez montrer à travers un certain nombre d'indices extrêmement divers. La note d'opportunité, qui est un des éléments centraux attendus, peut être complétée par différents éléments, aussi bien au RNCP qu'au RS. Donc, est-ce que ça veut dire que quand il y a des questions qui viennent d'arriver sur le chat qui portent sur les secteurs dans lesquels il y a peu d'éléments sourcés qui sont mis à disposition et qui peuvent être convoqués pour cette étude d'opportunité, ça veut dire qu'il s'agit alors de créer ses propres preuves ici, en allant interroger les professionnels et en créant et en structurant aussi des enquêtes. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations par rapport à ça pour les secteurs dans lesquels il y aurait peu d'éléments sourcés? Tout à fait. La question que la commission va toujours se poser, c'est si vous avez créé cette formation certifiante, cette certification professionnelle, pourquoi vous l'avez créée? À quel moment vous avez identifié qu'il y avait un besoin, qu'il y avait des acteurs qui étaient en manque de compétences sur ce domaine-là et qui a initié votre projet de création? Donc, c'est toute cette histoire de la création de votre certification qu'il faut expliciter. Si vous avez un moment décidé de certification, c'est parce que vous avez identifié qu'il y avait un besoin. D'où vient cette identification? Quelle source? Comment vous l'avez identifié, ce besoin? C'est ça qu'il faut nous démontrer. Sous forme de faisceau d'indices aussi. D'accord. Tout indice qui sera analysé, pas seulement. Il ne suffit pas de nous communiquer 10 études qui sont mises en exergue intégralement avec qui va faire un dossier de 300 pages. Il faut expliquer sur quelle étude vous êtes basé, mais quels sont les éléments importants de cette étude, comment vous l'avez analysée, exploitée. Et ensuite, faire le lien, comme vous disiez auparavant, avec le projet certifiant, si c'est une création ou de renouvellement, et en quoi il est complètement cette analyse, bien faire le lien avec le projet. Merci. Merci. On va passer à la séquence 2. Donc, le deuxième point d'ingénierie porte sur l'ingénierie de certification. Donc, premier conseil, donc adopter les modèles de France Compétences, que ce soit le modèle de présentation du RNCP ou le modèle de présentation du répertoire spécifique, de manière à pouvoir répondre aux questions qui sont posées très concrètement dans les modèles. Modèle de présentation aussi des référentiels. Et puis également écrire en compétences, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'écriture en compétences a une importance assez importante. Voilà. Donc ici, on a le modèle de référentiel pour le répertoire national, avec une colonne qui représente le référentiel métier et d'un côté les activités et de l'autre les compétences. Donc les activités, ce sont les grandes activités, les grandes missions, les grandes fonctions du métier. Et les compétences, ce sont les actions qui sont mises en œuvre par le professionnel ou la professionnelle pour réaliser ces activités concrètement au jour le jour ou plus occasionnellement. Et le référentiel comprend également deux autres colonnes qui font partie du référentiel d'évaluation, avec des modalités d'évaluation et des critères d'évaluation. Donc, des modalités d'évaluation qui vont être décrites sous forme d'épreuves, par exemple des mises en situation réelles, des mises en situation reconstituées, des études de cas, et qui vont être centrées sur la compétence, pour en tout cas la majorité d'entre elles, et des critères d'évaluation qui sont des seuils qui permettent au jury d'apprécier si la compétence est véritablement correctement mise en œuvre par le candidat. Donc, effectivement, on a des épreuves d'évaluation
qui vont être centrés, France Compétences dit au plus près de la situation de travail réelle. Et puis, on peut y ajouter aussi au regard du livrable attendu de la mise en œuvre de la compétence. C'est-à-dire que si je suis sur une compétence, par exemple, accueillir les usagers de la sécurité sociale pour les orienter dans leur démarche, j'ai une dimension relationnelle qui est difficilement évaluable dans une étude de cas. Alors que si j'ai une compétence de type rédiger un plan de formation pour le mettre en œuvre sur les 3 prochaines années, j'ai quelque chose qui est de l'ordre d'un document et qui peut être facilement évaluable, le cas échéant, à travers une étude de cas. Donc, on va avoir des modalités d'évaluation au plus près de la situation de travail et aussi centrées sur l'attendu de la compétence mise en œuvre. Au niveau de l'écriture en compétence, donc, on nous précise que l'écriture en compétence est composée d'un verbe d'action à l'infinitif, donc le faire, de l'objet ou le sujet de l'action, donc le faire quoi, du pourquoi, et ça c'est important, donc de la finalité de l'action, donc pourquoi je réalise un mur en parpaing, bah, par exemple pour préparer les fondations d'une maison, pourquoi je réalise tel ou tel diagnostic, pourquoi je fais une proposition commerciale, donc pour la soumettre à mon client par exemple. Et France Compétences dit éventuellement du comment, et j'ai un peu volontairement barré le éventuellement parce que nous, à Centre Info, on ne recommande pas de ne pas le mettre, le comment, c'est-à-dire comment je m'y prends, c'est-à-dire le mode opératoire, si tant est qu'il ne soit pas inclus dans la compétence, dans l'intitulé de la compétence elle-même, et aussi avec quels outils, avec quelle méthode, selon quelle déontologie et le cas échéant, avec quel contexte d'exercice, en quelque sorte. Donc, l'écriture en compétence, aujourd'hui, elle est très importante, et si elle n'est pas bien faite, eh bien, vous risquez d'avoir une certification refusée. Donc, à la fois sur le côté l'ingénierie, sur le côté écriture en compétences et rédaction d'un référentiel métier ou compétences pour l'ERS, métier pour le RNCP, et à la fois sur les référentiels d'évaluation, donc avec les modalités d'évaluation qui doivent être cohérentes avec les compétences et les critères qui sont bien définis. Donc, je vous repasse la parole, Gwenola et Andrea, pour des précisions et la réponse à des questions. Oui, merci Valérie. Moi, je m'aimerais ajouter un point concernant les référentiels de compétences et d'évaluation, concernant notamment les situations de handicap, puisqu'à partir du 1er septembre, tout ce qui est dossier qui est recevable à partir du 1er septembre 2021, il y a une obligation de prendre en compte les situations de handicap, accessibilité et conception universelle dans le cadre de la conception de la certification. Et aussi au moment de l'analyse du travail, et ça doit se traduire dans les référentiels de compétences. Et ça peut avoir plusieurs niveaux. Moi, j'allais intervenir sur la partie du répertoire spécifique où c'est un peu plus compliqué de l'appréhender parce qu'il y a des cas où le public cible a déjà dans son parcours cette prise en compte du handicap, mais il y a aussi des certifications qui sont c'est absolument incontournable de prendre en compte le handicap. Par exemple, si on va avoir dans le digital une certification qui porte sur le site, on va toujours prendre en compte l'accessibilité du site. Par exemple, il va falloir que ça soit vraiment pris en compte et que ça puisse transparaître dans les référentiels. Voilà, donc ça me semblait important parce que c'est nouveau, c'est là observé depuis pas longtemps, et donc on apprend nous aussi avec les déposants et aussi grâce à notre expert qui est dans la commission de la certification professionnelle et qui va toujours avoir un œil attentif sur ce sujet. Voilà, peut-être passer la parole à Gwenola pour la partie RNCP.
Oui, tout à fait. Donc, tout ce que tu viens de dire là pour le handicap s'applique évidemment aussi côté RNCP. Je voudrais juste revenir sur ce fameux référentiel, ce fameux référentiel côté RNCP, insister en quelques mots sur le fait que chacun de ces référentiels, activité, évaluation, est tout aussi important l'un que l'autre. La partie référentielle d'activité, c'est vraiment la liste exhaustive des activités que vont être réalisées par le professionnel en activité. Donc, ce référentiel d'activité est absolument primordial, essentiel. Il ne peut pas se limiter à la liste des intitulés de blocs de compétences, par exemple. Il doit être détaillé, beaucoup plus que ça. Le référentiel de compétences est central. Valérie l'a extrêmement bien démontré. Je ne vais pas plus loin, sauf qu'il y a des questions sur ce point-là. Et puis, le référentiel d'évaluation, là, c'est votre action en tant que certificateur. Il est évidemment essentiel puisqu'il n'y a pas de certification sans évaluation. C'est le point central de la dynamique de certification. Et il doit nous permettre effectivement de démontrer que vous avez bien acquis et permis à vos certifiés d'acquérir la certification en ayant validé toutes les compétences nécessaires pour exercer le métier visé par le projet de certification. Donc, chacun de ces référentiels a le même poids et la même valeur et à investir de la même manière. Merci. Et pour compléter, il faut toujours qu'il y ait une logique horizontale entre les trois référentiels, donc activité, compétences et évaluation. Donc, il faut que ça soit cohérent entre les trois et bien évidemment pour le RS entre compétences et évaluation et aussi par rapport aux critères parce que pour une évaluation, je sais que c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais comme c'est vachement lié, c'est vrai qu'on voulait quand même insister sur le sujet. C'est vrai que des fois, on peut avoir des critères qui ne sont pas liés à l'épreuve d'évaluation ou qui ne sont pas liés à la compétence. Donc, c'est vrai que c'est important de surveiller et de veiller à ce qu'il y ait toujours une cohérence entre les trois référentiels pour le RNCP, entre les deux référentiels pour le répertoire spécifique. Et puisqu'on parle d'évaluation, c'est vrai que la partie handicap dont je parlais tout à l'heure, il faut aussi que ça soit pris en compte dans l'évaluation. Donc, ça aussi, c'est un sujet qui est important. Donc, on ne va pas juste rédiger les compétences, on va aussi évaluer ces compétences qui portent sur le handicap parce qu'après, sinon, elles ne sont pas acquises. Voilà. Merci. On va passer aux questions sur cette thématique. Donc, plusieurs synthèses des questions qui sont ressorties sur l'ingénierie de certification. Donc, la première, vous avez plus ou moins répondu, le lien entre le référentiel d'activité et le référentiel de compétences. Ensuite, concernant le référentiel de compétences, qu'entend-on par compétences transversales et entre autres les soft skills. Et enfin, sur le référentiel d'évaluation, que penser des évaluations sous forme de QCM ou des évaluations en ligne? Alors, sur le premier point qui concerne le RNCP, le lien entre activité et compétences, effectivement, j'ai commencé à y répondre, on peut approfondir un peu la question. Le référentiel d'activité, c'est donc la liste des activités professionnelles exercées dans le cadre d'emploi visé par la certification. Donc, à la simple lecture, on doit comprendre quel est le métier ou le cadre d'emploi visé par la certification professionnelle. Et les compétences sont la manière dont vont pouvoir être mises en œuvre les activités professionnelles. Donc, la différence, elle est nette. La compétence est une action contextualisée, objectivée, voire outillée, comme le rappelait Valérie, avec des techniques, des méthodes, des langues, des outils informatiques, etc. Et c'est en lisant ce référentiel l'un avec l'autre qu'on doit comprendre effectivement comment va être déployée l'activité professionnelle, le métier visé par la certification. Voilà. Et là, c'est vraiment la dimension analyse du travail. Qu'est-ce qu'on vise? Quel cadre d'emploi on vise? Comment on le met en œuvre? La dimension certification professionnelle, elle apparaît avec le répertoire spécifique, avec le référentiel d'évaluation. On va venir évaluer ces compétences-là. Quelle était votre deuxième question? Pardon, elle m'a échappé. Alors, sur les compétences transversales, qu'entend-on par compétences transversales et entre autres les soft skills? Alors, au sein du RNCP, Andrea répondre au niveau du RS. Au sein du RNCP, il peut y avoir tout à fait des compétences transversales, mais qui devront être mises en œuvre et utilisées dans le cadre du métier visé par la certification. Et qui devront bien sûr être évaluées. Toutes les compétences doivent être évaluées.
Donc, aucun problème pour qu'il y ait ces compétences-là, mais ces compétences-là, transversales, devront quand même être contextualisées au cadre d'emploi visé, ce qui n'empêchera pas qu'elles puissent être déployées par ailleurs dans d'autres périmètres d'emploi, dans d'autres métiers, et donc mises en avant par les certifiés. Mais dans le référentiel d'activité de compétences qui sera proposé dans le cadre d'une certification professionnelle qui vise un métier en vertu RNCP, il faudra néanmoins les contextualiser et les objectiver par rapport au métier visé. Peut-être, Andrea, tu veux… Oui, et moi je vais ajouter comment ça se passe pour le répertoire spécifique, parce qu'en fait pour le répertoire spécifique, nous avons carrément des certifications qui portent sur des compétences transversales, comme par exemple le management. Et ma réponse va ressembler un petit peu à ce qu'elle vient de dire Gwenola, parce que par exemple, vous avez des managers et des certifications qui s'adressent à des managers. Par exemple, management de proximité, mettre en place un management de proximité ou que sais-je. Et en fait, ça va être aussi une façon de répondre à un besoin de gérer le management de proximité qui est adressé à des managers. Et donc, on devra trouver dans le cadre des référentiels de compétences cette notion de proximité ou de changement, si c'est manager le changement. Donc, il y a tout à fait, c'est tout à fait possible d'en avoir des compétences transversales, mais si l'objet de la certification ou de projet de certification est ciblé sur une thématique spécifique, cette thématique devra se retrouver dans les référentiels de compétences. Voilà. Alors, j'insère une question concernant les métiers réglementés. Est-ce qu'il est obligatoire de constituer sa certification en bloc de compétences? Alors, pour les métiers réglementés, effectivement, il y a une dérogation qui existe, puisqu'on ne pourra pas exercer, réglementation veut dire qu'il faut obtenir la certification pour exercer l'activité professionnelle visée, donc le métier. Ce qui va à l'encontre de la notion même de bloc de compétences, puisque la notion de bloc de compétences est la logique que si la certification dans son intégralité n'est pas obtenue, néanmoins, les certifiés peuvent mettre et peuvent valoriser les compétences acquises au sein de ces blocs de compétences-là. S'ils ne peuvent pas déployer l'activité autonome visée à travers un bloc de compétences parce qu'il y a une réglementation qui interdit d'exercer ces activités-là, obtenir l'intégralité d'un diplôme, d'une certification, dans ces cas-là, effectivement, il pourrait y avoir une dérogation, il n'y aura pas de bloc de compétences. C'est la seule exception qui existe en termes de bloc de compétences. Très bien. Et enfin, donc sur le référentiel d'évaluation, que penser des QCM et des évaluations en ligne? Alors, sur les QCM et les évaluations en ligne, il faut toujours se poser la question s'ils sont adaptés à l'objet de la certification. Parce que nous pouvons avoir, par exemple, des QCM qui sont adaptatifs et qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une évaluation pour des logiciels et qui peuvent être tout à fait adaptés. Mais nous pouvons aussi avoir des certifications qui ne sont absolument pas compatibles, les évaluations, avec l'objet de la certification. Par exemple, s'il y a le management dont je parlais tout à l'heure, faire une évaluation par QCM, c'est absolument pas adapté. Pour ce qui est de l'évaluation à distance, là encore, tout dépend du périmètre, tout dépend de la compétence évaluée. Si vous faites une certification de coiffure et que vous évaluez intégralement à distance, clairement, la commission s'interrogera sur la pertinence de ce type d'évaluation. Donc, il faut contextualiser vos modalités d'évaluation aux compétences visées et au cadre d'emploi également visé. Merci. On va passer au point d'ingénierie numéro 3. Donc, quelle preuve de la valeur d'usage de votre certification? Donc, au niveau du répertoire national des certifications professionnelles, et on va bien distinguer les deux répertoires parce que le format des preuves de valeur n'est pas le même. Donc, au niveau du RNCP, on va attendre un suivi de promotion
qui va rendre compte de la valeur de la certification RNCP au regard des besoins en termes de métiers visés par la certification professionnelle. Donc, il faut entendre une promotion par tous les certifiés d'une année, y compris ceux qui sont certifiés par la VAE. Donc, tous ceux qui ont été certifiés, par exemple, sur l'année 2021, vont constituer la promotion 2021. Tous ceux qui seront certifiés en 2022, la promotion 2022. Donc, pour un nouvel enregistrement d'une certification, il faut au moins 2 promotions, donc 2 années de certifié pour pouvoir déposer, sauf pour les métiers émergents qui sont sur une liste établie annuellement par France Compétences et les métiers réglementés pour certains. Donc là, il y a quelques petites exceptions, mais pour le reste, pour le cas général, il faut avoir délivré une certification, un projet de certification sur au moins 2 promotions avant de demander un enregistrement. Et puis, il faut avoir suivi ces promotions de manière à prouver à 6 mois et au-delà de 6 mois à 1 an, voire à 2 ans, si les candidats qui ont obtenu la certification ont bien intégré le métier visé, si possible de manière probante, au niveau de qualification que vous avez demandé dans votre dossier, donc du niveau 2 au niveau 8, avec le salaire qui est attendu pour ce type d'emploi au niveau de qualification que vous visez. D'accord? Donc, il va falloir que tout ce suivi aille vers la preuve que on a bien un signal de qualification, c'est-à-dire un avant-après l'obtention de la certification pour les candidats qui vont maintenant exercer le métier visé par la certification au niveau de qualification visé également. Pour le répertoire spécifique, on ne s'y prend pas de la même manière. On ne va pas avoir véritablement de suivi de cohorte, de promotion, mais on va avoir à prouver au regard des besoins sur le marché du travail, donc d'une part la valeur économique et d'autre part la valeur sociale, ou les deux. Donc, comment ça se passe du point de vue de la valeur économique? Il va être demandé des retours des employeurs, des titulaires de la certification ou d'autres personnes qui peuvent des acteurs qui ont intérêt à agir, qui peuvent se prononcer, comme la branche professionnelle, des fédérations d'employeurs, par exemple. Donc, à Centre Info, on recommande d'avoir une dizaine de retours qui prouvent la valeur économique, c'est-à-dire l'impact de la certification sur les activités des entreprises concernées, qui sont utilisatrices de la certification. C'est pas une preuve de valeur de la formation, mais bien une preuve d'impact des compétences de la certification sur l'activité de production ou de biens ou de services de l'organisme considéré. Et la valeur sociale, celle-ci, elle concerne les titulaires de la certification. Donc, c'est une autre type d'enquête auprès des titulaires de votre certification pour prouver que cette certification, elle peut avoir des impacts sur leur employabilité. Maintien dans l'emploi, accès à l'emploi, évolution professionnelle, prise en charge de nouvelles activités, etc. Mais en tout cas, les deux types de preuves de valeur, pour le reste, peuvent être mobilisés. Et donc, il faut avoir un système de recueil de preuves de valeur qui soit assez efficace, de manière à pouvoir mettre ces preuves de valeur au dossier de demande d'enregistrement. Voilà. Donc, je repasse la parole à Gwenola et Andrea pour des petites précisions et la réponse à d'autres questions. Donc, concernant le RNCP, vous
devez effectivement communiquer à minima le suivi de 2 promotions, c'est-à-dire sur 2 années civiles distinctes, à travers un tableau qui est formalisé dans nos dossiers, qui précise un certain nombre d'éléments. Vous pouvez mettre plus de promotions si besoin, par exemple pour les certifications de niveau de qualification les plus élevés. Il est parfois pertinent de remonter un peu plus loin, de donner plus de promotions pour pouvoir montrer l'impact de la certification après 2, 3, 4 ans d'expérience professionnelle post-certification. Donc, ces tableaux de certification et d'insertion de vos certifiés, ils doivent être complétés de la façon la plus précise possible et adaptés aux particularités de votre certification. Par exemple, si vous visez une certification qui met en exergue la dimension internationale, un manager international ou autre, il faudra qu'on puisse voir au travers de vos données d'insertion le caractère international de l'insertion des certifiés. Sinon, la commission ne pourra pas vérifier cette dimension-là et ça pourrait conduire à un avis défavorable. Donc, il faut donner dans ces tableaux d'insertion et dans l'analyse que vous en faites le plus d'éléments explicatifs possibles pour contextualiser la réalité de l'insertion professionnelle de vos certifiés, la mettre en évidence, expliciter s'il y a eu une baisse de rémunération à un moment, s'il y a eu moins de certifiés pendant une année, enfin, voilà, nous donner toutes les clés de compréhension autour de la lecture de l'insertion de vos certifiés. Et c'est un élément qui est là aussi, au même titre que le référentiel, absolument essentiel de votre dossier de demande de dépôt au RNCP. Peut-être Andrea sur l'ERS. Oui, merci Gwenola. Alors, sur l'ERS, nous avons effectivement un cadre différent puisque nous n'allons pas vraiment demander le suivi aussi précis, nominatif des bénéficiaires et des anciens stagiaires. Néanmoins, nous avons besoin d'étudier ce qu'on appelle des courriers qui démontrent la valeur d'usage, qui sont des preuves matérielles qui permettent de comprendre comment une formation a été mise en place et quelles étaient les compétences qui ont été utilisées par les anciens stagiaires. Et normalement, on attend des témoignages d'entités utilisatrices ou des acteurs institutionnels qui vont dire, par exemple, il y a tel nombre de salariés qui ont suivi telle certification ou telle formation qui a été très utile dans le cadre de leur fonction et vont pouvoir donc témoigner la mobilisation des compétences. Après, on peut aussi accepter des témoignages de stagiaires lorsqu'il s'agit de professions libérales ou des indépendants. Ça peut exister. On peut avoir les deux. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de parrainage ou de lettre de soutien. Il s'agit vraiment d'une effectivité, de preuves qui démontrent l'effectivité de la mise en œuvre du dispositif. Après, j'apporterai quand même une précision pour les cas de renouvellement, parce que nous en avons eu un certain nombre en fin d'année dernière et nous continuons à en avoir, bien évidemment. C'est que nous attendons quand même un bilan. C'est-à-dire que ce n'est pas un suivi aussi précis, comme je disais tout à l'heure et comme l'a démontré et comme l'a présenté Gwenola, mais c'est quand même un bilan sur les cohortes de stagiaires qui peut présenter le taux de réussite, le nombre de certifiés, les typologies de certifiés et aussi d'entreprises utilisatrices et aussi les contextes dans lesquels sont mobilisées les compétences, la plus-value pour les individus et pour les entreprises. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas aussi détaillé, mais ça ressemble un petit peu, c'est plus global. Et c'est vrai qu'en termes de nombre de courriers, nous n'imposons pas, et la commission de la certification professionnelle n'impose pas un nombre précis de courriers. Et ça dépend aussi, c'est à nuancer en fonction du type de projet ou de type de certification et du nombre de bénéficiaires et d'anciens stagiaires. Parce que si vous avez, par exemple, une petite certification de niche où il y a très peu de stagiaires, on ne va pas demander tous les courriers de tous les stagiaires. A contrario, si nous avons une certification qui a couvert un nombre très important de stagiaires, oui, c'est bien d'avoir 2-3 courriers, mais ce qui comptera beaucoup, ça sera le bilan qui sera présenté. Et dans ce cas-là, il va falloir investir beaucoup plus dans le bilan et dans le suivi qui sera fait avec un dispositif fiable de suivi. Voilà. Merci, mesdames. Voilà. Pardon, on va passer aux questions peut-être.
Allez-y, pendant ce Oui, temps-là. merci pour ces précisions. Vous avez répondu à beaucoup de points. Pour le répertoire spécifique, donc concernant l'épreuve de la valeur de la certification, il faut donc avoir déjà mis en œuvre le projet certifiant avant de le déposer. La question a été posée, mais vous venez là d'y répondre. C'est donc une obligation et c'est donc nécessaire. Vous le confirmez. C'est l'objet des preuves de la valeur de la certification. Le poids, quel poids entre les retours dont on pourrait disposer qui proviendraient des titulaires de la certification par rapport aux entités utilisatrices? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Est-ce que ça dépend des projets? Est-ce que ça a le même poids? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi de la nature des projets, parce que si nous avons un domaine dans lequel nous avons une majorité de personnes qui sont en intermittence, par exemple, j'ai eu quelques dossiers comme ça en tant qu'instructrice, et il n'y en avait pas beaucoup d'entités utilisatrices, donc le poids était plutôt du côté des stagiaires, ça peut être acceptable. Mais après, ça dépend si c'est plutôt des certifications, des projets de certification qui touchent des entreprises, on attendra plutôt des témoignages d'entités utilisatrices qui prédominent. Et donc, les témoignages de stagiaires seront acceptés, mais c'est pas ces témoignages qui auront du poids. Voilà. Et sur combien de fois le projet doit-il avoir été mis en œuvre, ça vous y avez répondu déjà aussi peut-être? Nous n'avons pas un nombre précis. Il faut faire un minima un test de mise en œuvre du projet, mais c'est vrai que la valeur d'usage, c'est aussi démontrer que c'est utile. Donc, comment on peut démontrer si c'est utile si nous ne l'avons pas mis en œuvre? Voilà. Merci. Alors, pour le RNCP? Alors, concernant le RNCP, est-ce que vous pouvez redéfinir ce que c'est une promotion? Également, est-ce qu'il y a des attentes de France Compétences en termes d'insertion, insertion globale, insertion dans le métier? En termes de chiffres et de pourcentage? Voilà. Et puis ensuite, enfin, la dernière question concernant les rémunérations. Il n'est pas toujours aisé d'obtenir les rémunérations. Est-ce qu'on peut indiquer des fourchettes? Alors, excusez-moi, j'ai mangé votre première question. J'aurais dû la noter. Pardon. Définition de la promotion. Voilà, merci. Une promotion, on l'a défini dans notre guide, c'est toutes les personnes qui ont obtenu la certification dans une année civile donnée. La deuxième question, c'est sur les chiffres, les attendus en termes de nombre de réponses. On ne donne pas de statistiques parce que là encore, c'est extrêmement lié au périmètre visé par la certification, au nombre de certifiés, au territoire dans lequel la certification se met en place, aux particularités, si c'est un métier de niche ou pas. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui doit être contextualisé à la certification et qui vont ajuster le regard qu'on va porter sur cette qualité d'insertion. Donc, on ne donne pas de statistiques minimum parce que finalement, c'est toujours pris comme une donnée intégrée à un projet. Et je crois que vous avez une dernière question, Nicolas. Donc, sur les rémunérations. Les rémunérations, tout à fait. Les rémunérations, c'est une donnée essentielle, donc importante. Donc, on entend que dans certains contextes particuliers, mais qui sont relativement limités finalement, il puisse être un peu compliqué d'obtenir ces données-là. Dans ces cas-là, et uniquement dans ces cas-là, on peut accepter des fourchettes, mais des fourchettes qui doivent être de petites fourchettes. Si vous nous faites une fourchette entre 20 000 et 50 000 euros annuels, ça ne sera pas acceptable, ça n'est pas parlant. Donc, vos fourchettes doivent être des petites fourchettes qui doivent être significatives et vraiment avec une argumentation pour expliciter qu'il ne vous a pas été donné, il ne vous a pas été possible de faire mieux. Mais si on a pu obtenir dans un même périmètre par une autre certification des données bien plus précises que ça, ça pourra être préjudiciable à votre dossier. Merci. Bien, merci. On va peut-être passer à la séquence donc suivante pour ne pas être trop prise par le temps. Donc, en termes de qualité du certificateur,
France Compétences aujourd'hui a quand même un certain nombre d'exigences et de recommandations. Donc, à la fois, le certificateur doit avoir le statut de personne morale, il doit également prouver son honorabilité via son extrait de casier judiciaire numéro 3 vierge, et il devra également respecter les engagements qu'il a pris dans ce qu'il a, notamment à travers ce qu'il a déposé comme dossier à l'enregistrement à l'un des 2 répertoires nationaux. Donc, j'ai déposé un dossier, s'il a été accepté et enregistré, je dois derrière, en tant que certificateur, respecter les conditions, notamment les conditions d'évaluation de mes candidats, qui vont être mis en œuvre par moi-même et le cas échéant par mes partenaires habilités. Au niveau du processus qualité que le certificateur va mettre en place autour de la certification, hein, et non pas de la formation, donc tout ce qui est Calliope, etc., ne va pas compter en termes de qualité de la certification professionnelle. Donc, on va appliquer des process de qualité au niveau de la conception de la certification, notamment en y associant des professionnels en activité, des représentants de la branche professionnelle. Merci à mes collègues de couper leur micro si c'est possible pendant qu'elles ne s'expriment pas. L'accès à la certification, donc garantir un certain nombre de voies d'accès à la certification et qu'elles soient conformes, hein, notamment la VAE pour le RNCP, notamment les voies de formation continue pour l'ERS, qu'on va appliquer aussi des critères de qualité à tout ce qu'on communique sur la certification et que la certification, dans ce cadre, soit bien distinguée de la formation, donc avec des pages web dédiées différentes, la définition de la certification par rapport à la formation, la constitution et l'information ou voire la formation des membres du jury, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut s'occuper des membres du jury, comment on les informe, comment on les forme, notamment à la non-discrimination des candidats, le respect, effectivement, et comment on fait respecter par les membres de jury la non-discrimination et la déontologie de l'évaluation, le contrôle de ces pratiques, au niveau de la certification, de l'évaluation, dans ce qu'on fait, comment on fait des débriefs jury, etc. Et aussi le fonctionnement du réseau de partenaires, notamment les partenaires habilités, qui doivent être contrôlés par le certificateur. Donc aujourd'hui, toutes ces informations et tous ces process qualité doivent être véritablement mis en œuvre par le certificateur correctement. Voilà. Je vous passe la parole, Gwenola et Andrea, pour des précisions. Je vais juste ajouter un petit point parce que la présentation est assez complète. Concernant les certifications qui sont délivrées au sein d'un réseau ou des projets de certification qui prévoient une délivrance au sein d'un réseau, c'est un point très, très important et il faut vraiment faire une description très précise de la procédure de vérification, de la mise en œuvre du dispositif par les partenaires. Par exemple, nous pouvons attendre un modèle de convention qui sera attendu dès le dépôt du projet et aussi des procédures d'audit. Et dans le cas où nous avons, par exemple, un renouvellement, nous allons même chercher à savoir, et la commission de la certification professionnelle y est très sensible, quelle est la procédure qui a été mise en place, si ces procédures ont vraiment vécu, s'il y a des rapports d'audit, des mesures correctives, par exemple un certificateur qui a trouvé qu'un des partenaires ne respectait pas du tout le cahier des charges de la certification et les conditions, il a pu procéder à des mises en demeure ou même à un retrait d'habilitation. Voilà, donc ça, c'est important aussi de produire ces éléments dans le cadre d'un renouvellement. Voilà. C'était juste un point qui était vraiment très, très important et je tenais à le rappeler parce que ça a un lien aussi avec les contrôles que nous faisons à France Compétences. Merci.
Merci, on va passer aux questions. Oui, alors sur l'habilitation par un organisme certificateur, comment être habilité par un organisme certificateur? Un organisme certificateur est-il en droit de refuser un partenariat avec un organisme de formation? Et s'il ne veut pas que je devienne son partenaire, eh bien, est-ce que j'ai le droit de créer une certification sur le même thème? Donc ça, c'est sur le thème du partenariat versus création de mon projet de certification. Et ensuite, des questions, comment dire, des questions qui ne sont pas directement sur ce point-là, mais qui sont revenues plusieurs fois. Est-ce qu'il y a notamment concernant le jury de certification, quelle différence entre jury d'évaluation, jury de certification? Comment doit être composé le jury dans les grandes lignes et dans les grands principes? Et est-ce qu'il y a une durée minimum, notamment pour une certification ORS, de formation qui est préconisée pour préparer à une certification au répertoire spécifique? Voilà deux sujets. Le premier autour de l'habilitation par les partenaires et mon autorisation à créer mon propre projet sur le même sujet, dans quelles conditions, et ensuite sur les attendus en matière de jury et la différence entre jury certifiant, jury d'évaluation. On va juste prévenir qu'on peut prolonger de 5 minutes notre webinaire, donc pour terminer ces questions en l'occurrence. Merci Alice. Alors, je vais répondre sur les premières questions. Oui, un certificateur, il a tout à fait le droit, il a une liberté contractuelle de refuser l'habilitation d'un partenaire, et le partenaire, enfin potentiel, qui a fait l'objet d'un refus d'habilitation, peut déposer une demande. Après, c'est pas sûr qu'il va aboutir. Il faut vraiment qu'il se renseigne sur les conditions et de prendre connaissance de la base documentaire et tout ce qu'on est en train de dire ici. Oui, mais il peut tout à fait déposer une demande d'enregistrement au répertoire spécifique. S'il y a des besoins sur le marché. S'il y a des besoins sur le marché, mais ça, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que si cela répond aux besoins et si il arrive à répondre à toutes les exigences qu'on vient d'exposer aujourd'hui. Voilà, c'est ça la condition. Ça ne va pas être d'office, bien évidemment. Sur les questions sur le jury, alors les jurys sont effectivement un élément tout à fait essentiel de la démarche d'évaluation, puisque c'est lui qui va venir contrôler et vérifier que l'ensemble des compétences visées ont bien été les critères d'évaluation fixés dans le référentiel, et qui va pouvoir délivrer cette certification professionnelle, c'est-à-dire garantir que toutes les compétences sont acquises, et donc le candidat peut bien être en capacité d'exercer le métier visé dans le cadre du RNCP ou a bien acquis les compétences visées par le RS. Donc, le jury d'évaluation peut être multiple tout au long de la période de formation, mais le jury de certification, lui, doit vraiment venir vérifier que toutes les compétences sont acquises selon le référentiel, et donc délivrer cette certification. La composition de ce jury, elle est normée par 3 grands principes. Le jury doit être collégial, donc multiple. Il doit faire preuve d'indépendance. Il doit donner toutes les garanties d'indépendance. Ça veut dire ne pas être composé que de personnes de l'organisme de formation, ne pas inclure que des formateurs qui ont donc un avis déjà sur les candidats. Donc, inclure des personnes qui n'ont pas de lien directement avec l'organisme de formation ou de certification. Donc, la composition de ce jury doit également donner les garanties de qualité, c'est-à-dire qu'il doit avoir les compétences pour permettre de juger de l'acquisition des compétences. Donc, il doit souvent, on recommande de faire appel à des professionnels du secteur qui auront toute cette capacité à juger de l'acquisition des compétences pour les candidats. Et enfin, la dernière question qui portait sur la durée minimum d'une action de formation pour obtenir une certification. Alors, encore une fois, au RNCP, au RS, on ne regarde pas le parcours de formation, c'est-à-dire le process d'acquisition des compétences. On regarde le point final, le point d'arrivée. Est-ce que les compétences visées sont acquises ou pas? Ça n'empêche pas qu'on va quand même venir regarder si le process de formation qui est inhérent, parce qu'il y en a souvent un, qui va permettre d'obtenir ces compétences-là,
va être en cohérence avec la certification visée. Si c'est une certification de niveau 7, donc le niveau qui vise souvent des niveaux de responsabilité élevés, qui est obtenu en 5 heures de formation, clairement, il y a une incohérence qu'on va souligner. Je prends un exemple un peu extrême, mais c'est pour vous montrer que cet élément-là va être analysé, regardé, même si ce n'est pas le sujet de l'instruction et de la décision de France Compétences. Et c'est la même chose pour le répertoire spécifique. Évidemment, nous regardons la certification, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre les durées de la formation et les compétences qui sont visées. Si nous avons un projet de certification très ambitieux et qu'à cela est adossé une formation qui fait 2 jours, ça peut poser problème. J'ai eu même un cas d'une formation de 3 heures qui se voulait certifiante. C'est un peu le cas extrême. Et bien évidemment, ce n'est pas convaincant. Voilà. Il y avait une dernière question. Juste si je peux ajouter aussi, c'est qu'il y a certes les durées de formation qui peuvent être cohérentes avec l'acquisition d'un certain nombre de compétences qui sont, dont l'ambition se trouve dans la certification. Et il ne faut pas non plus oublier les durées d'évaluation, parce que l'évaluation prend aussi du temps. Et le temps d'évaluation doit être cohérent avec ce qu'on évalue. Le durée du parcours de développement des compétences versus des épreuves d'évaluation. Dans le lien vers le descriptif de la certification, quel niveau de détail est attendu dans le dossier? Il y a un moment où il est demandé le lien vers le descriptif de la certification. Jusqu'où faut-il aller dans le… On va attendre un simple lien Internet qui va nous permettre de vérifier formation, la communication qui est faite autour du cours de formation qui permettra d'obtenir cette certification professionnelle. Merci. Et aussi peut-être donc un lien vers donc une page décrivant la certification, c'est-à-dire quel est l'objet de la certification, un métier ou un groupe de compétences homogènes, quel est le public visé par la certification, à quoi cette certification sert-elle sur le marché du travail et effectivement comment on peut préparer cette certification par les différentes voies avec un lien vers la page formation, le cas échéant. Merci à vous. Il nous faut conclure donc, et je remercie Gwenola Cadeville et Andrea Thomas-Pilot pour leur contribution, leur précision, leurs réponses aux questions. Je remercie également donc mes 2 collègues Alice et Nicolas pour leur gestion des questions du chat. Et je vous donne rendez-vous dans nos différents événements, hein, donc à France Compétences ou à Centre Info, et notamment avec une prochaine masterclass dont vous trouverez probablement le document à disposition sur les documents qui vous sont disponibles, sur l'évaluation des compétences, donc avec la participation de France Compétences et de Michael Charby, qui sera donc notre grand témoin sur cette masterclass. Donc, je vous remercie tous et je vous dis à une prochaine occasion de vous clarifier d'autres points sur la certification professionnelle. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.